L'agglomération rouennaise. Donc l'usine, elle est installée aujourd'hui à cheval sur deux communes. La commune de Rouen, donc elle est à la périphérie de la commune de Rouen, dans un espace, je reviens un tout petit peu en arrière, qui est un espace qui a été en fait annexé par la ville de Rouen à la fin du 19e siècle pour permettre l'extension portuaire. Et l'usine Lubrizol est également implantée sur une partie de la commune de Petit-Quevilly, ce qui explique que les archives évidemment de Petit-Quevilly ont beaucoup de documents sur Lubrizol dès les années 50 jusqu'à nos jours, évidemment. Alors ce que je vous propose pour finir l'introduction, c'est de partir des photos aériennes pour essayer de voir que les photos nous montrent ce qu'on veut bien nous montrer. Cette photo est la plus célèbre, elle est prise de la côte Sainte-Catherine, qui est une sorte de promontoire qui est à 200 mètres au-dessus du centre-ville de Rouen, et elle permet de démontrer finalement que l'usine est bien dans la ville et au cœur de l'agglomération. Mais si vous prenez un autre point de vue, c'est-à-dire si vous prenez une autre colline, celle de Canteleu, à l'ouest de la ville, vous apercevez que finalement l'usine n'est pas forcément au cœur de l'agglomération. Autre point de vue encore, pris de la rive droite vers la rive gauche, où est implantée l'usine Lubrizol, là vous commencez à douter qu'il y ait des habitations proches. Et puis enfin, la photo du drone des pompiers, 26 septembre 2019, il n'y a pas directement d'habitation autour de l'usine Lubrizol. Alors, en fait, ce n'est pas tout à fait juste. Il y a bien quelques habitations qui étaient là avant l'implantation de l'usine. Je vais y revenir un peu plus en détail tout à l'heure. Mais globalement, les grosses concentrations d'habitations ne sont pas à côté de Lubrizol. Et l'incendie se produit à plus d'1,5 km du centre-ville de Rouen. Donc là, il y a une situation de localisation qu'il faut expliquer pourquoi l'usine est située ici et non pas dans le faubourg Saint-Sever, et pourquoi aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire en termes d'aménagement urbain, c'est l'image qui en fait orne un petit peu le flyer de la conférence, pourquoi est-ce qu'on est en train de faire ce que les élus locaux font est extrêmement risqué et donc globalement pose un problème d'aménagement du territoire. Donc moi, la question qui m'intéresse, c'est le lien entre aménagement du territoire, résilience urbaine si vous voulez, et puis également risque industriel. Donc la situation au 9 décembre, avec une photo publiée dans Le Monde. Donc on a un repère assez commode, c'est cette espèce de petit silo à sucre qui est situé juste en face de l'usine Lubrizol. Et puis donc vous voyez la situation du centre-ville qui est quand même extrêmement loin. Et ce que j'ai entouré ici, c'est la tente qui sert actuellement encore de lieu de traitement des fûts qui ont été endommagés avant leur évacuation. C'est un traitement extrêmement compliqué et je suis allé sur place la semaine dernière encore, c'est toujours en cours. Alors la question de la localisation, je préviens tout de suite les questions qui vont m'être posées. Dire que c'est à 500 mètres, 1 km, 2 km, c'est évidemment un faux problème parce que quand on a un incident dans une usine classée Seveso seuil haut, le 1 km, 2 km n'a aucun sens. Il y a eu 2 incidents récents de Lubrizol, il y a toujours eu des incidents avec Lubrizol depuis 1975, mais il y en a eu 2 récents qui ont défrayé la chronique, celui de 2016 où il y a une fuite de gaz mer-captant qui a été ressentie jusqu'à Paris, et puis quand le vent a tourné, qui a été ressenti jusqu'à Londres, et puis celle de 2019, vous le savez, c'est à peu près 200 km de rayon d'impact, toutes les communes impactées ici en jaune. Donc on est allé quasiment jusqu'à la Belgique et surtout en fait tout le nord de Rouen, le périurbain, la zone rurale a été très fortement impactée. Paradoxalement, la rive gauche populaire et ouvrière a été très peu impactée par ce qui s'est passé en 2019, ce qui rendait paradoxal le fait que les journalistes se sont précipités sur la rive gauche pour interroger des habitants. Évidemment, on dit qu'ils étaient très gênés par Lubrizol, mais qui en fait n'ont pas été gênés concrètement par ce qui s'est passé le 26 septembre. Donc je propose également un plan en 3 parties. Et je vais faire ce que Annie suggérait tout à l'heure, c'est-à-dire essayer de mettre tout ça en histoire. Essayer de penser quelles sont les temporalités qui permettent de comprendre le rapport entre l'industrie et la ville et comment ce rapport a changé dans le temps et pourquoi aujourd'hui, dans la 3e séquence, celle qui est celle de notre temps, la temporalité de notre temps, on est en train de fabriquer un autre type de ville sur lequel sans doute on ne réfléchit pas assez et sur lequel peut-être les historiens peuvent amener un collectif comme le vôtre et des élus locaux à réfléchir. Donc dans une première partie, je vais essayer de comprendre en quoi la situation de la reconstruction a établi un premier rapport entre l'industrie et la ville, essayer d'expliquer dans quelles conditions Lubrizol s'installe à Rouen en 1953-54.
Dans une deuxième partie, je vais revenir sur les 30 Glorieuses. Les 30 Glorieuses qu'on a aujourd'hui un peu trop tendance à vouloir mettre à la poubelle, hein, à vouloir rendre responsables de la catastrophe écologique dans laquelle on vit actuellement, et qui, pour la question de la gestion du risque, avait mis des propositions qui méritent aujourd'hui, à mon sens, d'être à nouveau réfléchies. Et puis je terminerai donc sur la question de l'aménagement urbain au risque de la décentralisation. Donc, premier temps, la question de l'héritage industriel et de la reconstruction urbaine. Donc l'industrie a historiquement été au cœur de la ville de Rouen, comme elle l'a été dans la plupart des villes de France, sur la rive droite bourgeoise, hein, comme montre ici cette toile de Pissarro, et sur la rive gauche industrielle. L'incendie de Lubrizol a déjà eu lieu. Il a déjà eu lieu le 9 juin 1940, au moment où l'armée française, pour éviter que les Allemands récupèrent les stocks de pétrole, hein, Rouen était déjà une ville pétrolière en 1940, les brûle. Et donc on a un incendie qui a sûrement été beaucoup plus important que celui du 26 septembre 2019. Toutes les réserves pétrolières ont brûlé. Ça a généré une pollution importante des sols, de l'eau, qu'on n'a évidemment pas mesuré à l'époque parce qu'on avait d'autres chats à fouetter. Et la ville donc a déjà connu en fait ce type de choses. La presse de l'époque nous rappelle que l'incendie de 1940 a été perçu jusqu'à Paris. Donc on a un halo qui a été perçu jusqu'à Paris. Évidemment, en 1940, Rouen fait partie des villes normandes qui ont été très très sinistrées, très bombardées. Et les bombardements de 1944 vont complètement changer la physionomie de la ville. Donc, voilà à quoi ça ressemblait sur la rive droite et la rive gauche en 1939. En 1944, évidemment, il n'y a plus un pont, il y en a déjà plus un en 1940. Mais il y a ce phénomène de table rase, ici vu de la rive gauche vers la rive droite. Donc la rive droite qui ressemble à un sol lunaire, les images sont très connues et elles sont communes à toute l'Europe bombardée en 1944-45. Ça crée une situation de table rase assez propice justement à la réflexion urbanistique. Alors il y a eu plusieurs thèses qui ont été faites sur la reconstruction de Rouen, à commencer par celle d'André Lorty qui est présent dans la salle, qui m'a fait l'amitié de me prêter il y a quelques temps pour un autre sujet des documents tirés du plan Grébert, architecte urbaniste, qui a été chargé de réfléchir dans les années 1940 à la reconstruction de Rouen, qui a commencé à avoir une perception globale de la manière de repenser l'agglomération. Donc la carte n'est pas tout à fait lisible, mais Lubrizol est situé ici, hein, donc vous le voyez un peu à l'extérieur de la cité. Alors, ce que je vais essayer de comprendre avant d'arriver sur la reconstruction, c'est de comprendre quel était le tableau de l'emplacement de la chimie, de l'industrie chimique à Rouen en 1944-45. Et quand on fait l'histoire de cette implantation chimique et pétrochimique, on s'aperçoit qu'il y a finalement deux héritages un peu contradictoires, les temporalités ici s'entrechoquent. La chimie industrielle rouennaise, elle s'est d'abord développée tout au long du XIXe siècle en liaison avec l'industrie textile. Tout ce qu'on fabrique en chimie est lié au développement de l'industrie textile et au traitement des peaux, au traitement des tissus. Et donc c'est assez logique que Rouen, qui est une des grandes capitales textiles françaises, développe en même temps une industrie chimique. L'État intervient très peu dans l'implantation des usines chimiques, et ces usines chimiques, en fait, comme Malétra à Petit-Quevilly, installées pas très loin de la future Lubrizol, s'installe ici en 1808, au cœur d'un bourg qui va devenir rapidement une ville relativement importante. Les premières usines chimiques sont d'autant plus implantées dans le cœur des villes que ce sont des petites unités au départ, des sortes d'artisanat chimique qui progressivement prennent une taille industrielle et qui donc s'installent à proximité des maisons qu'elles vont construire également, puisqu'en fait elles ont besoin de loger leurs ouvriers. Et à Petit-Quevilly, par exemple, Malétra, qui va être le maire de la cité à un moment donné, va construire des cités ouvrières. Donc le textile et la chimie liée au textile est dans la ville, et là on a typiquement la situation qu'on dénonce encore aujourd'hui de trop grande proximité des industries à risque et des habitations. Mais c'est différent pour le pétrole. Le pétrole et la pétrochimie, qui s'installe à Rouen à partir de la fin du XIXe siècle simplement, le pétrole va s'installer à distance. On a un phénomène de zoning pour le pétrole, qui est dû en fait à un incident qui a lieu à Bordeaux en 1872, dans le port de Bordeaux. Un navire pétrolier prend feu et il met feu à la grande partie du port.
par le fait finalement d'un phénomène